Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter les principales conclusions et recommandations du rapport de la mission Flash relative à la consigne pour réemploi et recyclage sur les emballages. Avant de laisser la parole à notre rapporteur, Marta de Cidrac, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de contexte. En janvier dernier, le gouvernement a annoncé le lancement d'une concertation qui porte sur la mise en place éventuelle d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour le recyclage et le réemploi des emballages. Il s'agissait d'une application attendue de la loi AGEC de 2020. Toutefois, au terme du débat parlementaire et des négociations entre le Sénat et l'Assemblée nationale, nous étions arrivés à un compromis. Et nous avions exigé la remise en 2023 d'un bilan par l'ADEME avant le début de la concertation avec les parties prenantes et avant toute décision gouvernementale sur la mise en place de dispositifs de consigne. En commençant cette concertation sans disposer des éléments d'expertise nécessaires, le gouvernement a manifestement fait le choix d'agir dans le désordre et, si je peux m'exprimer ainsi, de mettre la charrue avant les bœufs, en laissant planer un doute quant à ses intentions. Cette mise en cause du calendrier, contraire à l'esprit de la loi votée en 2020, est d'autant plus dommageable que d'autres volets du texte ont pris de retard depuis, en raison notamment de la crise sanitaire. Dans ce contexte, nous avons donc décidé de lancer en avril dernier une mission flash au titre de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable relative à la consigne pour le réemploi et le recyclage sur les emballages, avec deux objectifs clairs. Exercer sur la concertation, engager une vigilance renforcée et s'assurer que le débat engagé soit le plus complet possible. Je remercie vivement Marta de Cidrac qui a dû travailler dans des délais particulièrement resserrés, ce qui ne l'a pas empêché de mener un large cycle d'auditions et de tenir des expertises les plus récentes, notamment celle de l'ADEME, dont les bilans tant attendus ont été rendus publics il y a une dizaine de jours. Sans plus tarder, mesdames, messieurs les journalistes, je laisse donc la parole à notre rapporteur pour vous détailler le sens de ces travaux. Marta, tu as la parole. Merci, Président. Mesdames et messieurs, comme il y a 4 ans à l'occasion de la loi AGEC, nos travaux ont été guidés par une exigence, fonder notre politique d'économie circulaire sur une priorité évidente qui est celle de l'environnement. Cette exigence se traduit de plusieurs manières. Premièrement, il me semble indispensable de faire de la réduction et du réemploi des emballages une priorité réelle et non seulement théorique. Car derrière les priorités affichées, la prévention est indéniablement le parent pauvre de nos politiques publiques d'économie circulaire. Réduire les quantités d'emballage ne se décrète pas, cette ambition se planifie, appelle une attention politique constante et requiert d'importants moyens opérationnels et financiers. Deuxièmement, il m'a semblé primordial de nous intéresser à tous les emballages, et pas seulement au totem que constitue la bouteille plastique, qui ne représente somme toute qu'un centième des déchets ménagers, 2,8% des déchets d'emballage et 15,4% des déchets emballages en plastique. Enfin, j'estime nécessaire que nous nous intéressions à l'ensemble des leviers disponibles, les dispositifs de consigne n'étant qu'un moyen parmi d'autres pour améliorer nos performances en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballage. Le rapport d'information que je vous présente ce matin tient également compte de l'évolution évidemment du contexte depuis la promulgation de ce texte. Premièrement, le contexte sanitaire. La pandémie a retardé la mise en œuvre de plusieurs volets de la loi AGEC, à l'instar du déploiement de la REP emballage de la restauration, initialement programmée en 2021 et repoussée à 2023. Contexte économique et social par ailleurs. La guerre en Ukraine a provoqué une vague inflationniste inédite au XXIe siècle, nous invitant à manier avec précaution des politiques publiques qui pourraient avoir un impact sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Une chose est certaine, les retards accumulés par la France, tant en matière de prévention que de collecte et tri pour recyclage, appellent une action déterminée. C'est le sens des 28 propositions du rapport qui a été adopté à l'unanimité la semaine passée.
Commençons par la prévention. En la matière, l'adoption d'objectifs, fussent-ils législatifs, ne suffit plus, pas plus que l'empilement de mesures parfois ponctuelles, certes bienvenues, mais inaptes à engager un changement structurel des modes de production et de consommation. Nous devons donc changer de braquet. C'est le sens des propositions de 1 à 9 du rapport d'information. Au regard des derniers bilans publiés par l'ADEME qui confirment les nombreux gains environnementaux permis par un système de consigne pour réemploi, j'estime notamment que le gouvernement doit se saisir de la faculté qui lui est donnée par la loi de mettre en œuvre des dispositifs de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en vue d'atteindre nos objectifs de réduction et de réemploi. Nous proposons également d'accélérer le développement et la diffusion des standards d'emballage réemployables ou encore de mieux contrôler les éco-organismes pour garantir l'atteinte de nos objectifs. Passons maintenant à la collecte pour recyclage. En la matière, nous sommes également loin du compte. Le retard est particulièrement marquant pour les emballages en aluminium et surtout en matière plastique. Ces mauvaises performances nous invitent à sortir du statu quo. Tous les leviers pertinents d'un point de vue environnemental et économique doivent donc être mobilisés. Nous avons donc adopté de nombreuses propositions tendant à améliorer le geste de tri. C'est le sens des propositions 10 à 17. J'estime par exemple nécessaire de lancer dans les plus brefs délais une campagne nationale de grande ampleur, notamment pour permettre la montée en puissance des extensions des consignes de tri. Nous devons également soutenir le développement de la tarification incitative, dont l'efficacité n'est plus approuvée, en levant les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement. Parallèlement à l'amélioration du geste de tri, une amélioration de la collecte est indispensable à l'atteinte des objectifs que notre pays s'est fixés. C'est le sens des propositions 18 à 26. Pour financer l'adaptation des schémas de collecte du bac jaune, le principe de responsabilité élargie du producteur, qui fait reposer les coûts afférents à la prévention et à la gestion des déchets sur les metteurs sur le marché, doit mieux s'appliquer dans le cadre de la REP emballage. Je propose donc d'augmenter le taux de couverture des coûts du service public de gestion des déchets dans la continuité de nos travaux sur la loi fusion des filières REP d'avril dernier. Ce taux de couverture pourrait de surcroît constituer un excellent levier incitant les collectivités territoriales à développer un programme de collecte ambitieux compatible avec nos objectifs nationaux. Un bonus incitatif tendant vers une couverture intégrale des coûts du service public pourrait être attribué pour récompenser les collectivités territoriales menant et programmant des actions compatibles avec nos objectifs. Par exemple, pour celles mettant en place une tarification incitative. Nous devons aussi améliorer les performances de la collecte sélective pour les produits consommés hors foyer. Améliorer la collecte, c'est enfin l'adapter à la réalité des territoires. Nous avons donc des recommandations spécifiques aux territoires urbains, touristiques et ultramarins, dont les performances sont souvent bien inférieures à la moyenne nationale. Si on s'appuie sur le bilan de l'ADEME publié la semaine passée, le déploiement de l'ensemble des leviers identifiés par notre rapport pourrait permettre d'atteindre l'objectif spécifique de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boissons, à la condition toutefois d'être intégralement et pleinement mis en œuvre. Améliorer nos performances en matière de collecte et de tri pour recycler implique-t-il de mobiliser en complément une consigne pour recyclage sur les emballages de boissons, notamment sur les bouteilles plastiques, voire sur les canettes en aluminium? Question. Pour notre commission, cela ne fait pas de doute. À ce stade, la consigne pour recyclage ne constitue pas un levier pertinent d'un point de vue environnemental et économique séduisant. Séduisant au premier abord, le dispositif est en réalité porteur de nombreux effets pervers. De plus, à l'inverse du scénario reposant sur une consigne pour recyclage qui ne porterait que sur un gisement spécifique, bouteilles en plastique et éventuellement canettes en aluminium, les solutions identifiées par notre rapport ont un avantage majeur. Elles contribueront à améliorer le recyclage de l'ensemble des déchets d'emballage ainsi que des papiers et cartons, tout en incitant pour certaines d'entre elles au tri à la source des biodéchets.
Pourquoi s'opposer à ce jour à cette consigne, donc pour recyclage? Les arguments développés dans mon rapport étayé par les bilans de l'ADEME publiés la semaine passée sont nombreux. Ils peuvent se résumer en 3 grands axes. Premièrement, la consigne n'est pas aussi performante qu'il n'y paraît, notamment car l'atteinte de l'objectif de 90% de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique avec un dispositif de consigne repose sur un ensemble de conditions dont rien n'indique qu'elles puissent être remplies. Deuxièmement, la consigne pour recyclage est une fausse bonne idée environnementale s'inscrivant à contre-courant de la marge de l'histoire, tendant à réduire les déchets, en particulier plastiques. Nous estimons que loin de lutter contre le plastique, la consigne pour recyclage en pérennise la production et la consommation. Par ailleurs, la consigne complexifie le geste de tri, alors qu'il venait tout juste d'être simplifié avec l'extension des consignes de tri. Aussi, les bouteilles en plastique ne sont que la partie visible de la pollution plastique et des enjeux d'économie circulaire. Troisième axe d'argument, la consigne pour recyclage est un gouffre financier qui sera supporté par les contribuables et les consommateurs. À la lecture du bilan de l'ADEME, j'estime le surcoût des scénarios avec consigne pour les citoyens à un montant compris entre 181 et 229 millions d'euros par an à partir donc de 2029. En définitive, il me semble que la consigne pour recyclage constitue pour l'heure une impasse. Comme le permet en l'état le projet de règlement européen emballage, une clause de revoyure pourrait être prévue en 2026 pour réévaluer la pertinence de mettre en place une consigne pour recyclage sur les emballages et juger de l'efficacité de l'ensemble des autres leviers ambitieux identifiés par notre rapport d'information. Je vous remercie pour votre attention et me tiens bien sûr à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de nouveau. Je ne sais pas si ça marche. Ah si, ça marche. Émilie Cos de Contexte. J'ai 2 questions par rapport à ce que vous venez d'annoncer. Vous parlez de bonus incitatif du coup pour les collectivités, donc pas de malus? Pas de malus. S'il y a en fait un volet aussi sanction, en fait, puisque comme cela a été dit un petit peu dans mes propos liminaires, vous avez les propositions que je vais vous trouver qui sont dans l'axe en réalité 2, dans lesquelles en fait nous faisons plusieurs propositions pour encourager l'incitation, mais aussi éventuellement pour comment pourrais-je dire, pour pénaliser les collectivités qui ne s'engageraient pas sur l'ensemble des dispositifs proposés à travers ces 28 mesures. Puisque, comme cela a été dit dans les propos liminaires, pour que nous puissions atteindre nos objectifs sans forcément mettre en place cette consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, il est fondamental que nous puissions mettre en œuvre l'ensemble des mesures proposées dans les 4 axes du rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Et ma deuxième question, c'est vous parlez d'un surcoût financier pour la consigne en citant le rapport de l'ADEME, mais il me semble que l'ADEME dit que quoi qu'il arrive, les 2 solutions, les 2 systèmes coûteront peu ou prou la même chose. Est-ce que vous avez évalué le coût des propositions que vous faites du coup sans consigne? L'évaluation, puisqu'on voit en fait, quand je parle des 181 millions et des 229 millions, en fait, vous voyez, c'est une marge qui est assez large en tant que telle. C'est en réalité le coût estimé de la consigne, en fait, en tant que telle. Vous voyez, qui ne revient pas. Donc, est-ce que c'est le sens de votre question? Non, c'est juste qu'en fait, l'ADEME a dit que même un système sans consigne coûterait aussi de l'argent. Et je voulais juste savoir quelle était votre réaction par rapport à ça. Enfin, oui. Ouais, c'est peu ou prou la même chose en réalité. Non, en réalité, nous, ce que nous estimons à travers les études et les auditions qui ont été menées au niveau de notre commission, c'est que, en fait, le fait de mettre une consigne pour recyclage n'apporte aucun bénéfice financier pour personne, n'apporte aucun bénéfice environnemental pour personne et n'apporte aucun bénéfice économique pour aucune des parties prenantes. Donc, les 10 millions dont on parle dans le rapport ADEME ne
tient compte des consignes non retournées en réalité. Et donc à partir de là, pour nous, il ne semble pas justifié de mettre en place cette consigne pour recyclage. Et s'agissant de l'ensemble des mesures que nous mettons en place, elles ont toutes un volet vu par un prisme positif et incitatif, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre en place la majorité des propositions qui sont faites dans ce rapport, nous en avons 28, et de pouvoir pousser l'ensemble de nos collectivités et des communes d'aller dans ce sens-là, sans forcément mettre en place une consigne de recyclage pour bouteilles en plastique, et sans pour autant qu'il y ait de malus pour ceux qui iraient et qui mettraient en place l'ensemble, en réalité, de ces mesures que nous vous proposons aujourd'hui. Les annonces de Bérengère Couillard, du coup, qui a évoqué tarification incitative, bonus-malus pour les collectivités locales, consigne pour du vert, donc pour réemploi. Donc, est-ce qu'elle va dans votre sens, finalement? Alors, écoutez, elle irait dans notre sens si à un moment donné, le gouvernement tranchait très clairement sur sa position vis-à-vis de cette consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, et que nous avons eue depuis le début, du lancement de la concertation, donc fin janvier, c'est que nous ne savons pas, en tout cas moi je n'ai pas été capable de comprendre précisément quelle était la position du gouvernement à cette étape-là. Vous avez suivi comme nous donc toutes ces réunions de concertation, certaines ont été parfois reportées, parfois même simplement annulées. Tout ça pour nous dire qu'à l'automne, on aura définitivement une réponse, enfin les conclusions de cette concertation-là. Moi-même, j'avais interpellé le ministre Béchu à l'occasion d'une question d'actualité au gouvernement sur les intentions du gouvernement par rapport donc aux objectifs visés par cette concertation. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore le rapport de l'ADEME, puisque je tiens à rappeler que le rapport de l'ADEME, nous ne l'avons eu que très récemment, en fait. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi-même, j'ai prévenu que les conclusions de notre rapport ne seraient rendues que maintenant, alors qu'initialement, il était prévu que nous les rendions il y a une quinzaine de jours. Et donc, la décision du gouvernement pourrait être reportée après les élections sénatoriales? On vous l'a dit? Écoutez, je ne fais pas partie du gouvernement, je ne sais pas, mais a priori, c'est ce qui semblerait être le choix fait par le gouvernement. Oui, je crois, puisque lorsque j'ai interrogé différentes parties prenantes de ces concertations, toutes m'ont dit qu'au moment où nous échangeons, a priori, on ne connaît pas véritablement de date, enfin, on n'a pas de date d'une nouvelle réunion pour peut-être donner des conclusions ou annoncer d'autres réunions encore. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. On a quand même l'impression que 4 ans après, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Qu'est-ce qui a changé dans le débat par rapport à 2019-2020 ? Alors, ce qui a beaucoup changé dans le débat entre 2019 et maintenant, d'une part, je tiens à rappeler que 2023 était une échéance qui était prévue dans le cadre de la loi AGEC. Il était question que l'on se reparle, mais que l'on se reparle, je vais le dire, un peu différemment que ce qui a été initié depuis le début de l'année, puisque cela a été très clair dans la loi AGEC. Bilan de l'ADEME, on laisse entre 2000, au moment où la loi a été promulguée, février 2020, et maintenant, la possibilité aux collectivités de déployer ce qu'elles peuvent déployer, ce qu'elles ont envie de déployer, en toute liberté. L'ADEME fait un bilan pour voir quelles sont les trajectoires, bonnes, mauvaises, qu'importe. Et on se concertait, on se reparlait, on décidait collectivement de ce qui allait être fait. Alors quand je dis collectivement, évidemment, cela incombait essentiellement au gouvernement. La méthode qui a été appliquée depuis le début de l'année ne correspond pas exactement, même si les intentions du gouvernement annoncées étaient celles de la loi AGEC. On voit bien que d'un point de vue calendrier et chronologie, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc à partir de là,
pour moi, il ne s'agissait pas de rouvrir, comme vous le dites, Madame, le débat de nouveau sur la consigne des bouteilles en plastique, enfin, le recyclage des bouteilles en plastique, mais de pouvoir s'inscrire dans la continuité de ce texte et de pouvoir se réinterroger. Toutefois, je rappelle quelque chose qui semble avoir été oublié par le ministère. Loi promulguée février 2020, pandémie mars 2020. Et on n'a jamais vu autant de plastique que pendant cette période-là. Et heureusement qu'il y avait du plastique aussi, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de ne voir que le verre à moitié vide. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, rappelez-vous aussi, je ne sais pas quelles sont vos communes et où vous viviez les uns et les autres, mais vos élus locaux, et les collectivités, les communes étaient sur le pont et au premier plan pendant cette période-là. Donc tout ce qui concernait la loi AGEC n'était pas tout à fait à l'ordre du jour à ce moment-là. Et de ce fait, beaucoup de nos territoires, de bonne foi, parce qu'elles étaient totalement mobilisées sur d'autres sujets autour de la pandémie, n'ont pas initié tout de suite un certain nombre d'actions qu'elles sont en train de mettre en place ou qu'elles ont démarré un petit peu plus tardivement. Et nous avons un autre acteur dans nos territoires qui devait prendre, si vous voulez, cette période des 3 ans votée dans la loi pour accompagner nos collectivités vers ces trajectoires positives à horizon 2030, que sont les éco-organismes. Et donc là aussi, nous évoquons un certain nombre de points autour de cela, c'est que cet accompagnement-là a manqué dans certains de nos territoires. Et je pense que là, il serait raisonnable, en réalité, de se dire très bien, l'échéance 2030, nous l'avons tous devant, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Les objectifs, nous les partageons, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Toutefois, est-ce que véritablement, quand on sait que la bouteille pour recyclage, c'est 1/100 en réalité des déchets ménagers, est-ce véritablement là-dessus qu'il faille focaliser toute notre énergie, alors que l'ensemble des emballages, potentiellement, mériterait qu'on s'y intéresse, et fortement. C'est la raison aussi pour laquelle nous rappelons les axes qu'on avait déjà rappelés à l'occasion de la loi AGEC, que sont ceux qui concernent essentiellement le réemploi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois qu'il est important aussi de recontextualiser les débats qu'on a pu avoir en 2019 et ce qu'est le débat aujourd'hui en 2023. Donc, voilà, évidemment, ça nous renvoie à des choses que l'on a pu vivre par le passé à l'occasion de la loi AGEC, mais je crois que le contexte est un petit peu différent. Aujourd'hui, aucune collectivité, moi je n'en connais pas dans les territoires, qui ne souhaite pas atteindre les objectifs. En revanche, ce que nous disons et ce qui apparaît dans notre rapport, c'est qu'il faut absolument que nous puissions mettre en œuvre le maximum de ces mesures qui sont proposées aujourd'hui. Oh, j'ai encore une question. On n'est pas très nombreux. Hier, donc, il y a eu des annonces sur les ZFE, qui étaient un de ces sujets clivants, justement, de la loi climat, ouais. Voilà, entre une décision prise à Paris et le terrain, avec un arbitrage qui s'est concentré sur 6 villes, je crois, qui les mettront en place, et puis les autres villes n'étant pas concernées. Sur la consigne pour recyclage, on est un peu dans un cas de figure où il y a une spécificité aussi de certains territoires où il y a beaucoup de tourisme et donc peut-être beaucoup des taux de collecte et de recyclage inférieurs pour les bouteilles plastiques. Est-ce qu'un compromis pourrait être imaginable autour d'un 2 poids 2 mesures selon les territoires, quoi ? Une consigne pour recyclage dans les grandes métropoles où il y a des gares et tout ça, et puis pas de consigne pour recyclage pour les communes plus petites. Alors là-dessus, c'était des questions qu'on avait eues en interne. On s'était posé cette question-là, mais en réalité, on voit très rapidement la difficulté de cet exercice-là de créer des spécificités territoriales autour de ce sujet-là. Donc le choix qui a été fait, évidemment, n'est pas celui-là, pour des raisons que l'on pourrait développer, mais que vous pourrez aussi, je pense, découvrir lorsque vous lirez nos conclusions. Aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas véritablement
dire que, je prends au hasard le Doubs, Monsieur le Président, que dans le Doubs, parce qu'il y aurait une volonté ou pas de mettre les consignes, on mettrait un dispositif qui ne serait pas le même que dans les Yvelines, par exemple, mon département. Ça ne nous permettra pas d'optimiser les objectifs partagés, puisque les objectifs sont nationaux et les enjeux sont nationaux. Donc à partir de là, nous ne pensons pas que ce soit une bonne solution et nous n'avons pas fait ce choix-là du tout. Le sujet des ZFE est un sujet différent, effectivement, qui au niveau de notre commission nous a aussi beaucoup occupés dans le cadre de la loi climat et résilience, mais on ne peut pas, pour la consigne des bouteilles, imaginer des dispositifs territoriaux en tant que tels. Même pour les territoires insulaires, comme la Corse. On n'a pas fait ce choix-là. En revanche, ce que l'on a identifié, c'est que vous avez des spécificités, je pense notamment à nos outre-mer, où vous avez de vraies difficultés aussi de déployer des unités, quelles que soient ces unités de recyclage, de traitement, etc., de nos déchets. Et donc là-dessus, on fait des propositions très spécifiques. Et d'ailleurs, je vous renvoie, mais je pense que vous le connaissez, il me semble qu'il y a déjà eu des échanges avec mes collègues Viviane Mallet et Gisèle Jourda qui ont fait un rapport sur les déchets dans les Outre-mer, où vous avez un certain nombre de propositions très clairement édictées pour ces territoires-là, qui répondent justement aux interrogations d'insularité. Et d'insularité, je dirais, et de RUP, de régions ultra-périphériques de l'Europe, avec tout ce que cela représente comme difficulté et spécificité pour ces territoires-là. Et moi, j'ai tendance à le dire parfois un peu sous forme de boutade, mais c'est parce que je le crois vraiment. Si je reprends l'exemple de l'insularité, donc de nos outre-mer, si nous arrivons à résoudre véritablement tous les sujets d'économie circulaire sur l'île de la Réunion au hasard, on saura le faire partout en France, en fait, y compris dans l'Hexagone. Donc je pense que il ne faut pas nous priver aussi de tester des dispositifs dans nos outre-mer qui ne sont pas forcément qui ne sont pas étendables de manière simple aujourd'hui sur le territoire national dans son ensemble. Alors, j'ai 2 questions en visio. La journaliste ne peut pas prendre la parole, mais il s'agit de Françoise Albazini pour Emballage Digest. La première question, comme vous l'avez dit, la taxation incitative apporte de bons résultats. Comment comptez-vous faire pour que cette mesure soit la règle générale ? Alors, écoutez, je pense que nos collectivités territoriales connaissent le dispositif de la collecte incitative. Cela suppose de l'investissement au départ. Il ne faut pas absolument se voiler la face de ce point de vue, puisque ça suppose une organisation pour notre collecte et pour nos poubelles qui soit spécifique à cette tarification incitative. Donc il y a des territoires qui ont déjà fait ce choix-là, qui arrivent et qui obtiennent des résultats tout à fait performants et qui mériteraient justement d'être des territoires d'inspiration pour d'autres. Donc par rapport à ce sujet de la tarification incitative, nous avons suffisamment d'exemples dans nos territoires dans notre territoire national pour avoir une réponse à un ensemble de questions qui pourraient se poser. Sachant que nous allons avoir malgré tout, par moment, des difficultés qui peuvent être liées à la typologie de l'habitat, puisque nous avons à la fois dans nos territoires de l'habitat vertical, pardon, je vous regarde vous, mais parce que comme la personne est en ligne, à la fois de l'habitat vertical, mais aussi de l'habitat horizontal, en fait. Donc les vecteurs ne sont pas exactement les mêmes. Et dans nos propositions, nous ne nous interdisons pas, là pour le coup, à imaginer des différenciations selon les typologies, et donc pas d'un point de vue territorial, madame. Donc ça peut faire écho à votre question, mais qui n'est pas le même sujet du tout. On peut avoir une différenciation donc selon le type et le caractère de l'habitat que l'on aurait dans nos territoires. Et la deuxième question, que pouvez-vous faire pour lutter contre l'incivilité que l'on constate tous les jours, malgré les poubelles, voire les grands conteneurs installés notamment dans l'espace public ?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Incivilité des personnes qui ne les utilisent pas, vous voulez dire, qui ne mettent pas le... Oui, je pense que c'est le sens de la question. Oui, alors s'agissant des incivilités, je suis désolée parce que je ne vais pas avoir une réponse spécifique économie circulaire. En revanche, l'une de nos mesures qui fait partie des 28 consiste à nous améliorer sur la collecte dans l'espace hors foyer. Et le hors foyer, c'est l'espace public, entre autres. Et donc, il est évident que là, nous devons pouvoir déployer un maillage qui mériterait d'être, par exemple, identifié, c'est le sens en fait de l'une de nos propositions, en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, dans une commune de Taon, il faudrait envisager une poubelle hors foyer par tant d'habitants, etc. Donc ces spécificités, je pense, amélioreraient très clairement, d'une part, les incivilités, mais... Moi, le terme d'incivilité renvoie à un comportement qui n'est pas lié à la présence ou pas de la poubelle. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos. Donc l'incivilité est un vaste sujet, on aura largement l'occasion d'en débattre, mais sur l'aspect, comment pourrais-je dire, purement technique et pragmatique, nous proposons que la collecte hors foyer soit améliorée en déployant justement des poubelles, par exemple, en fonction de la densité de nos communes. J'espère avoir répondu à votre... Oui, bonjour, Philippe Collet pour Actu Environnement. Je vois dans vos propositions que vous envisagez, enfin, vous suggérez de sanctionner en faisant du tri une obligation dont la méconnaissance est susceptible d'être sanctionnée. Donc, on parle de sanctions administratives, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît, enfin, nous en dire plus, pardon. Alors, oui, parce que à la fois, il y a un volet d'information et de prévention fort. Vous l'avez bien compris, puisque je pense que là-dessus, nous n'avons pas été jusque-là suffisamment allants, si je peux le dire comme ça. Et dès lors que cette prévention, que cette information, que cette, comment pourrais-je dire, cette incitation d'une certaine manière à mieux trier, à mieux collecter, enfin bon, bref, tout ce que cela suppose, la contrepartie, évidemment, c'est qu'on est informé, on est au courant de ce qu'il faut faire. Et ça, dès lors qu'on ne l'a pas fait, il est difficile, en réalité, aujourd'hui, de sanctionner quiconque, parce que quand vous allez à Lille ou à Marseille, vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes configurations. Donc, il est important d'abord de passer par le volet prévention. Et là-dessus, je me permets d'insister parce que je crois que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une action qui, de mon point de vue, doit véritablement prendre le pas de manière très claire, très affirmée, très amplifiée, pour ensuite... Évidemment, dès lors que vous avez l'information, que vous êtes au courant, qu'on ne puisse pas vous rétorquer non, je ne savais pas comment faire, non, je ne savais pas qu'il fallait le faire. Donc pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, là encore, pardon si je me répète, mais il est important de lire toutes ces propositions dans leur entièreté. C'est-à-dire que c'est pas, vous voyez, c'est pas un tir au pigeon. C'est-à-dire celle-ci me plaît bien, l'autre ne me plaît pas beaucoup, celle-là, elle est nécessaire, celle-ci non. Pour que ça marche, il faut qu'on soit conscient qu'il faut quand même les déployer toutes, après avec des intensités spécifiques à nos différents territoires, mais il faut que nous soyons conscients qu'il faut quand même qu'on y aille tous ensemble avec toutes ces propositions pour y arriver. De façon un peu concrète, ça pourrait prendre quelle forme ces sanctions? Je sais qu'Amorce défend le sujet. Oui, de façon un peu plus concrète, ça pourrait prendre quelle forme ces sanctions? Je sais que c'est un sujet qui est soutenu par certains représentants des collectivités. Oui, alors à cette étape-là, on n'a pas spécifiquement tranché, en fait, en tant que tel, mais c'est quelque chose sur lequel il est... Là, on n'est pas dans un rapport législatif, nous sommes dans un rapport d'information. Donc, le fait est qu'il est nécessaire pour nous de pouvoir comment dire... j'allais dire amorcer, sans faire de jeu de mots, amorcer le sujet. Et je pense que là-dessus, il va falloir faire confiance à nos élus, à nos territoires, pour pouvoir trouver la bonne, je n'aime pas le terme de sanction, mais le bon dispositif qui permettrait d'envoyer le message pour que nous n'ayons pas à l'appliquer. Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos, c'est-à-dire que dès lors que vous savez ce que vous devez faire, dès lors que vous avez cette épée de Damoclès
de la sanction au-dessus de votre tête, peut-être que nous n'aurons pas à mettre en place de sanctions en tant que telles. Donc voilà, tout cela est encore bien évidemment à rôder et à mettre en œuvre. Thomas Fraisse, pour Public Sénat, vous venez de le redire un peu, il faut prendre les 28 mesures dans l'ensemble pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire que vous êtes fermé au débat, qu'on puisse prendre par grappe vos propositions? Alors, là encore, on est fermé à rien. Hein. Nous, on vous fait nos propositions. Là encore, on est dans un rapport d'information avec des auditions qui ont été menées, des échanges qui ont été menés, des propositions qui ont été faites. Et on dit simplement dans nos conclusions, si on souhaite arriver aux objectifs 2030, horizon 2030, 90%, il nous faut passer par toutes ces étapes. Enfin, il faut mettre en œuvre toutes ces mesures-là. Et si on ne les met pas toutes en œuvre, chacun avec sa méthode, chacun avec ses spécificités territoriales, on ne va pas atteindre ces objectifs. Et si on n'atteint pas ces objectifs, qu'est-ce que je dis dans les propositions, dans les dernières propositions, avant de conclure, c'est voyons justement, dès lors qu'on les met tout de suite, voyons ce que ça peut amorcer selon les choix qui seront faits dans les territoires, et regardons les résultats obtenus. Et on voit bien qu'en réalité, là où où certaines de ces mesures, voire toutes, ont déjà commencé à se mettre en place, on est dans des trajectoires beaucoup plus positives que celles que nous avons au national. Donc on n'impose rien. Hein. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. L'idée, c'est simplement de bien faire comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions et des mesures qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose également, c'est que c'est vrai qu'on se focalise sur ce 90%, mais si on est à 89%, on fait quoi? Est-ce qu'on va considérer qu'on a raté notre objectif? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ce qu'il faut véritablement juger, c'est la trajectoire et la volonté et les capacités de nos territoires. Ça ne nous a pas échappé que nous traversons des périodes un petit peu de turbulence, mais il faut laisser la capacité au territoire véritablement d'enclencher une dynamique qui aille vers cet objectif à horizon 2030 des 90%. Mais si à horizon 2030 on est à 89, moi je serai le premier avocat des territoires pour dire mais on y est. Enfin, vous voyez, on va pas gérer un problème si prégnant pour nos territoires, nos concitoyens, l'environnement. Hein, j'insiste là-dessus, sur l'environnement, uniquement sur un facteur de pourcentage qu'il faille atteindre que de coûte à tel moment-là. Hein. Je ne vais pas vous faire la blague de Coluche, que se passe-t-il dans votre frigo quand la date de péremption de votre yaourt est passée. C'est pas parce qu'on va avoir un léger, il nous manquera un point pour y arriver, que pour autant l'objectif environnemental va s'effondrer. Absolument pas. Enfin, je pense qu'il faut savoir raison garder en la matière. Donc moi, ce que je souhaite simplement, c'est que l'on rentre dans une dynamique forte, qui est déjà initiée, qui existe déjà dans beaucoup de nos territoires, et que l'on puisse justement montrer qu'on peut y arriver sans forcément déployer une consigne des bouteilles plastiques. Vous avez dit plusieurs fois qu'il y avait un manque de prévention. Est-ce que la loi AGEC visait à renforcer cette prévention? Et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui encore on soit dans cette problématique de prévention insuffisante? Alors, oui, bien sûr. Alors, on en avait parlé à l'occasion de la loi AGEC. Je pense que certains d'entre vous avaient suivi les débats à l'époque. Et puis, ce qu'il y avait... Je vais essayer d'être synthétique, parce qu'on ne va pas refaire la loi AGEC. Et c'était un rôle qui était dévolu aussi aux éco-organismes, en fait, qui devaient accompagner dans nos territoires l'ensemble des acteurs sur ces sujets-là. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup de la pandémie, c'est une réalité. Tout le monde a fait comme il a pu à cette période-là. Mais malgré tout,
Et ça, moi, je l'ai ressenti à la fois à l'occasion des auditions, mais aussi lorsque je vais à la rencontre des élus de mon territoire. Et je pense, Président, que ça doit être un petit peu pareil chez toi. En fait, beaucoup de collectivités disaient, mais on n'a pas eu l'accompagnement qu'on souhaitait avoir. Et une partie de l'accompagnement, c'est aussi la prévention. Et ça nous a manqué, effectivement. Ça nous a manqué. C'est un petit peu la raison, pas seulement, mais aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité insister sur ce volet-là dans le cadre donc, de cette mission Flash. C'est un accompagnement financier ou Alors, nous sommes aujourd'hui en France, en fait, avec des éco-organismes qui ne sont pas opérationnels, en fait, hein, qui sont essentiellement financiers. Donc, vous avez la réponse. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si le président... En tout cas, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette mission d'information qui, pour nous, était importante. On souhaitait, nous, rester sur, comme je l'ai dit dès le début, sous cette forme un petit peu de pression courtoise vis-à-vis du gouvernement, parce que quand on est sénateur et quand on est la commission aménagement du territoire et développement durable, on ne peut pas ne pas être sensible à ce que ressentent aujourd'hui un certain nombre de nos territoires sur ces sujets qui les impactent beaucoup. Et pour tout vous dire, on n'avait pas prévu initialement, Président, de faire cette mission flash, mais c'est lorsqu'on s'est interrogé sur le démarrage de cette concertation qui nous semblait un petit peu rapide, qui est arrivé un peu rapidement, qu'on s'était dit, nous, il faut dans ce cas-là, qu'on fasse notre propre travail pour nous assurer que tout a bien été fait, qu'on a les réponses à un certain nombre de questions. Et puis on va attendre le bilan de l'ADEME. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça nous donne de bonnes pistes de réflexion quand même par rapport à cela. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la commission aménagement du territoire et développement durable, présidée par Jean-François Longeau, a décidé d'initier cette mission flash, qui aujourd'hui vous livre ses réflexions, ses résultats, qui de mon point de vue et que nous partageons, puisque notre rapport a été voté à l'unanimité lorsqu'il a été présenté en commission, en tout cas les 28 propositions. Maintenant, il faut que chacun puisse se l'approprier dans son territoire, que nous puissions aussi le partager le plus amplement, le plus largement et le plus amplement, sur un certain nombre de sujets, que ce soit, comme Actu Environnement posait la question sur des sanctions éventuelles, etc. Mais ça, il faudra que chacun trouve. Bruxelles a trouvé sa solution, hein. À nous de trouver la nôtre, par exemple. Pourquoi pas, hein. Oui, oui. Pourquoi pas? Enfin, tout ça pour vous dire simplement que nous, on n'est pas là pour dire précisément prenez cette mesure-là en compte, appliquez-la et faites-la comme ça. Nous sommes en train de dire simplement, pour y arriver, nous pouvons y arriver. Premier message. Il faut que les mesures soient toutes mobilisées dans les territoires, soyez-en conscients. Et en plus, si vous êtes vertueux, vous serez gagnant. Voilà. Donc, c'est un message simple, c'est un message compréhensible, et c'est un message aussi qui, je pense, peut être approprié par l'ensemble des parties prenantes concernées. Et nous espérons aussi que notre rapport d'information, Président, sera lu avec attention et intérêt par le ministère de la Transition écologique. Par qui? Par Bérangère Couillard ou par Christophe Béchu? Les deux. Les deux. On espère bien que les deux pourront nous donner déjà leur avis et nous dire quelles sont les propositions qu'ils retiennent, avec le bémol, c'est qu'il faudrait qu'elles soient toutes retenues si on veut y arriver. Et je pense que vraiment, il faut que vous ayez, enfin, vous le savez, vous êtes tous sur ces sujets-là depuis très longtemps. Il faut avoir en tête que malgré tout, la bouteille en plastique, la fameuse PET dont tout le monde parle, quand on regarde le volume des déchets que l'on produit aujourd'hui, somme toute, n'est qu'un combat de gisement quand même. Ne perdons pas cela de vue. Ce n'est pas ça qui va résoudre à la fois le problème de l'économie circulaire, qui est beaucoup plus vaste, heureusement, ni une solution environnementale
en lien avec le plastique. Parce qu'une fois qu'on aura résolu le sujet des PET, le reste des plastiques, on les oublie, on ne s'en occupe plus, on considère qu'on n'a plus de problème, qu'on a résolu le problème. Je ne crois pas. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même que nous ayons en tête. Donc, je dirais, soyons dans le bon équilibre. Et nous, à la Commission Aménagement du Territoire et Développement Durable, on n'aura pas un autre discours que celui-là. On n'aura pas un autre discours que celui-là. Et ça, je pense que c'est important de l'entendre. L'environnement est trop précieux. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce travail. Et je remercie aussi, j'aurais dû commencer par là, les administrateurs qui nous ont accompagnés évidemment depuis le début.